Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Cette semaine, nous nous intéressons à la Guinée avec notre premier dossier du jour qui sera consacré à la présidence de l'Union africaine par le chef de l'État guinéen, Alpha Condé. Au programme également de cette émission, ouverture de la session parlementaire du Parlement panafricain ce lundi 8 mai en Afrique du Sud, une session placée sous le thème de la jeunesse et les pays de l'Union africaine se penchent sur la réforme de l'institution. C'était ce 7 mai à Kigali, au Rwanda. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Nabé Karamo, vous êtes membre du RPG Arc-en-Ciel. Bienvenue. Merci, bonsoir. Haroun Barigandi, vous êtes membre de la société civile guinéenne. Bienvenue. Merci, bonsoir également. Et avec nous également notre éditorialiste Gracien Okinskiza. Bienvenue Gracien. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite l'actualité du jour. La 4e session de la 3e législature du Parlement panafricain s'est ouverte ce lundi 8 mai. Invité d'honneur cette année, le Burkina Faso. Les parlementaires se penchent notamment sur les difficultés des économies africaines. La session étant placée sous le thème de la jeunesse. Mélina Bokassa. Ouverture de la 4e session ordinaire du Parlement panafricain ce lundi 8 mai en Afrique du Sud. Une session placée sous le thème de la jeunesse, une jeunesse africaine en proie à des difficultés. La population africaine est majoritairement composée d'une jeunesse très vulnérable. Du fait de la pauvreté et de l'inadéquation entre la formation qu'elle reçoit et ses réels besoins, cette jeunesse est de ce fait exposé au terrorisme et à la migration. Pendant 11 jours, les 256 députés issus des assemblées nationales des 53 États membres de l'Union africaine auront à éplucher plusieurs sujets, notamment ceux liés à l'économie, à la menace terroriste et aux problèmes d'intégration. La 4e session ordinaire de la 4e législature du Parlement panafricain se tient dans un contexte particulier, celui d'un continent marqué notamment par les effets néfastes de la crise économique mondiale qui frappe les populations, les atrocités du terrorisme dont les pays du Sahel, du lac Tchad et de l'Afrique de l'Est sont victimes au jour le jour, mais aussi par des crises politiques internes dans certains États. Le Parlement panafricain est l'Assemblée consultative de l'Union africaine. Elle est composée de 5 députés élus ou nommés par les parlements nationaux africains. Créé en 2004 et vise à garantir la pleine participation des peuples africains à la gouvernance et à l'intégration économique du continent. Gracien, le Parlement panafricain, c'est un organe consultatif de l'Union africaine. Est-ce qu'il peut réellement influer sur les décisions ? C'est très difficile d'influencer les décisions des chefs d'État, même si ce Parlement a demandé à ce qu'il y ait beaucoup plus de pouvoir pour légiférer, par exemple. Or, aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi un organe reste consultatif. Finalement, c'est un organe qui consomme beaucoup d'argent pour rien. On n'a pas besoin de cet organe, surtout que les représentants, les parlementaires sont aussi des parlementaires nationaux. C'est une façon de dire qu'on a un Parlement africain, mais en même temps, cela montre que nos chefs d'État n'aiment pas des contre-pouvoirs, disons, pour décider et imposer certaines règles communes à tous les pays africains. Mais est-ce qu'on peut penser justement que le Parlement panafricain pourrait jouer dans l'avenir un rôle comme celui du Parlement européen, par exemple ? Ah oui, oui, on peut le penser. Il faut une décision politique, une décision des chefs d'État. Il faut que les chefs d'État, disons, vont dans le sens de ce qui a été, comme on l'appelle, l'accord de Malabo, qui est une décision qui dit que le Parlement panafricain peut légiférer sur plusieurs points. Quels pourraient être les domaines où il pourrait légiférer ? On peut parler par exemple du domaine de la santé, le domaine de l'enseignement, le domaine de l'économie aussi. La sécurité, on peut le laisser en attendant au chef d'État, mais rien que ces domaines, la santé, l'éducation et l'économie, ça pourrait donner beaucoup de souffle aux pays africains et aussi au peuple. Je pense aussi qu'on pourrait aller dans le domaine juridique pour qu'il y ait au moins une cour pénale africaine, mais qui est régie par une législation décidée par les parlementaires africains, mais qui ne sont pas déjà des parlementaires nationaux, mais des gens qui ont été élus par leur peuple pour les représenter
en Afrique. Alors justement, le président du Parlement panafricain, Roger Kododang, souhaite qu'à terme que l'élection des membres du Parlement panafricain se fasse au suffrage universel direct. Est-ce que cela est possible d'après vous? Oui, c'est possible, comme dans tous les pays ça se fait. Il suffit de dire qu'on est en train d'élire les parlementaires européens, africains, et bien définir les modalités d'élection. Il ne faut pas qu'il y ait des partis qui soient majoritaires, un parti qui est au pouvoir, qui domine nationalement. Il faut qu'il y ait de certaines proportions pour laisser d'autres émerger, pour qu'il y ait au moins une certaine représentation, notamment. On pourrait penser par exemple qu'il y ait au moins 50% ou au moins minimum 40% de l'opposition, qu'il y ait aussi une place pour la société civile, éventuellement 10%, pour qu'il y ait beaucoup plus, disons, d'initiatives, beaucoup plus d'idées au niveau de ce Parlement. Nabé Karamo, que pensez-vous du rôle du Parlement panafricain? Oui, justement, donc il vient de retracer en fait le manque actuel de ce Parlement parce que aujourd'hui le Parlement dans son état actuel, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas le pouvoir de légiférer et donc c'est ce qui fait en fait qu'en tant que Parlement, il n'a en gros aucun pouvoir contraignant aujourd'hui. Donc justement, c'est l'objectif des réformes qui ont été proposées par la présidence actuelle de la Commission de l'Union africaine, donc notamment avec le président rwandais, M. Paul Kagame. Ils sont en train de travailler pour justement donner à ce Parlement le pouvoir de légiférer et donc le pouvoir de contraindre les différentes nations donc, à respecter certaines décisions qui émaneront effectivement de cette Union africaine. Donc je pense qu'aujourd'hui, si ce problème est corrigé, à partir du moment où il y a la loi, où il y aura le caractère coercitif, ce manque de pouvoir que le Parlement africain a aujourd'hui sera corrigé. Alors ces réformes, on va justement en parler. Dans l'actualité, également le chef de l'État rwandais Paul Kagame a accueilli ce dimanche à Kigali des représentants de la majorité des pays membres de l'Union africaine. Il s'agissait de discuter de la mise en œuvre de la réforme de l'organisation panafricaine pour la rendre plus efficace. Fratan Dakasenga. La formation qu'elle reçoit et ses réels besoins, cette jeunesse est de ce fait exposée au terrorisme et à la migration. Pendant 11 jours, les 256 députés issus des assemblées nationales des 53 États membres de l'Union africaine auront à éplucher plusieurs sujets, notamment ceux liés à l'économie, à la menace terroriste et aux problèmes d'intégration. La 4e session ordinaire de la 4e législature du Parlement panafricain se tient dans un contexte particulier, celui d'un continent marqué notamment par les effets néfastes de la crise économique mondiale qui frappe les populations, les atrocités du terrorisme dont les pays du Sahel, du lac Tchad et de l'Afrique de l'Est sont victimes au jour le jour, mais aussi par des crises politiques internes dans certains États. Le Parlement panafricain, c'est l'Assemblée consultative de l'Union africaine. Elle est composée de 5 députés élus ou nommés par les parlements nationaux africains. Créée en 2004 et vise à garantir la pleine participation des peuples africains à la gouvernance et à l'intégration économique du continent. On revient. La réforme la plus discutée était celle du financement de l'Union africaine pour la rendre plus indépendante des donateurs étrangers. On parle d'un principe d'une taxe de 0,2% sur certaines importations. Mais déjà, certains pays s'en inquiètent. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Oui, la fameuse taxe Kaberuka. Ce qu'on peut y penser, c'est qu'en fait, il y a certains pays africains qui ont déjà des accords avec d'autres pays, comme les États-Unis, l'Union européenne, des pays où il y a les zones franches, des pays où les importations, par exemple, comme les exportations vers certains pays, on ne peut pas instaurer des taxes comme l'île Maurice. Il y a d'autres pays, on parle de la Tunisie, de l'Égypte. Je pense que si ces pays se disent qu'ils ont des accords avec d'autres États, cela ne pose pas un problème, mais que ces États calculent le manque à gagner et calculent les 0,2%, les versent à l'Union africaine, même si cet argent n'est pas collecté. Cela veut dire qu'ils ont déjà subventionné les importations. De cette façon, ça ne peut pas les exonérer de payer cette cotisation. Je pense que c'est une bonne chose déjà de ne pas dépendre de l'Union européenne et en même temps de la Chine. On ne peut pas demander, par exemple, à être indépendant dans les décisions et en même temps demander de l'argent en dehors de l'Afrique, alors que l'Afrique a de l'argent pour financer l'Union africaine. On peut laisser au moins au niveau de la sécurité, l'intervention des militaires dans d'autres pays. On peut laisser, disons, de l'aide, mais le fonctionnement, on ne peut pas demander toujours l'aide pour le fonctionnement.
Haroun Barigandi, que pensez-vous de cette réforme du financement de l'Union africaine pour la rendre plus indépendante des donateurs étrangers? Disons que qui commande paye. Il est vrai que l'Union africaine, quasiment à 70%, elle est prise en charge par des dons, ce qui est assez ahurissant après 50 ans. L'OUA a été créée en 63, donc pour engager une politique, quelle qu'elle soit, il faut de l'argent. Donc quand on a de l'argent, on peut faire des choses, des réformes. Donc s'il n'y a pas d'argent, si on dépend des autres, ça n'est pas possible. Donc comme disait mon voisin, effectivement, il y en a qui sont peut-être gênés juridiquement, on fait des dotations budgétaires, peu importe. L'essentiel, c'est que chacun participe, et à partir du moment où on participe, on pourra décider. Bon, moi, sur les réformes de Kagame, il y avait celle-là qui est importante et qui a peut-être été reprise par justement Alpha Condé, peut-être qu'on en parlera, c'est la seule d'ailleurs, puisque sinon il y a aussi le pouvoir du président de la Commission, mais bon, ça c'est un serpent de mer comme pour la Commission européenne, donc on prétexte des prétextes juridiques pour ne pas avancer, parce qu'évidemment ça mettrait en cause le pouvoir des chefs d'État. Nabé Karamo, ces réformes de l'Union africaine, elles sont nécessaires aujourd'hui, elles sont urgentes? Elles sont nécessairement... Elles sont même primordiales pour moi. Parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine telle qu'elle est, ou telle qu'elle a toujours été, ne représente vraiment pas de poids au niveau mondial. On ne peut pas la comparer par exemple à l'Union européenne, on ne peut pas la comparer à aucune autre union de son rang. Donc aujourd'hui, les réformes sont nécessaires, elles sont primordiales pour que l'Afrique ait aujourd'hui sa place dans le monde. Et notamment pour ce qui concerne la réforme dont vous parliez tout à l'heure, M. Barry en avait parlé tout à l'heure, effectivement, quand on voit la situation de l'Union africaine aujourd'hui qui est financée aux 3 quarts par l'étranger, donc ça veut dire qu'elle ne s'autofinance qu'à 1 quart, donc on se demande quel pouvoir elle peut avoir et qu'est-ce qu'elle peut avoir comme action. Donc aujourd'hui les réformes s'imposent, il faut que ces réformes se fassent, notamment dans le cadre de l'autofinancement par exemple. Donc, il avait été dit que chaque pays devrait donner au moins 2% de son PIB, ce qui n'a jamais été respecté tout. Aujourd'hui, moi je pense qu'avec les pouvoirs qui sont en train d'être donnés par la réforme, donc si ces pouvoirs-là sont effectifs et que les États financent l'Union africaine avec les 2% tout, donc je pense que tous ces problèmes seront réglés et l'Union africaine aura toute la place qu'elle mérite dans le monde. Merci, nous allons marquer une courte pause, un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. Faisons sauter toutes les barrières qui entravent les échanges entre nos États et compromettent l'intégration de nos économies. Suite ou en marge de la visite royale effectuée par Sa Majesté Mohamed VI en février dernier en Guinée, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement guinéen et le groupe OCP. Continuer à sensibiliser les acteurs de l'écosystème, sensibiliser l'administration publique, le secteur privé, le secteur parapublic, quant au potentiel que l'écosystème de TIC a, quant à l'utilisation de ce potentiel pour le développement des autres. Guinée, poser les bases du décollage économique tous les soirs à 17h30 GMT. Politicien, c'est un rendez-vous qui vous fait vivre l'actualité politique sur le continent. Politicien, la force des idées, le choc des arguments. Politicien, un rendez-vous politique à ne pas manquer.
L'opposition est radicale. Là, il diffuse une fausse information. L'opposition n'est pas radicale. Dans tous les cas, le dialogue national reste aujourd'hui... Mais le peuple a rejeté leur dialogue tel qu'il est en train de le clôturer. Vous avez le mépris. Non, ce n'est pas de mépris. Le mépris de la vie humaine. Nous respectons la population Vous ne respectez rien parce que vous tirez à bout portant et les policiers ont des fusils d'assaut. Il insinue qu'il y aurait un rapport entre cette attaque et certains candidats à l'élection présidentielle. Tout ça est une grosse opération de diversion. Mais des gens meurent. C'est pour ça que les quartiers attaqués et brûlés à Brazzaville, Monsieur, j'étais à Brazzaville, c'est de la mise en scène, selon vous. J'étais à Brazzaville. Lorsque ça tire toute la nuit, on retrouve des impacts de balles. Il n'y en avait pas. Les Congolais qui nous suivent en ce moment, est-ce que vous pouvez leur dire que le président Joseph Kabila ne briguera pas un troisième mandat? Le président Joseph Kabila Kabange respectera la Constitution. Non. Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com. Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com. De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Nabé Karamo, membre du RPG Arc-en-Ciel, Haroun Barigandi, membre de la société civile guinéenne, et de notre éditorialiste Gracin Okintikiza. Tout de suite, le dossier du jour. Le président guinéen Alpha Condé a été élu à la tête de l'Union africaine en janvier 2017. Près de 5 mois après sa prise de fonction, l'occasion est donnée de faire un premier bilan de mi-parcours. Plusieurs défis attendent le chef de l'État guinéen et notamment la réforme de l'organisation. Reportage de notre correspondant Emmanuel Minimono. Lors du 28e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba en janvier 2017, le président guinéen Alpha Condé est désigné par ses pairs pour présider aux destinées de l'organisation panafricaine. Il succède à son homologue tchadien Idriss Déby Itno à la présidence tournante de l'UA. De la sécurité à l'énergie, en passant par l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes, les questions d'infrastructure, l'intégration africaine ou la consolidation de la démocratie, les défis sont énormes. Alpha Condé a 1 an pour apporter sa pierre à la construction d'une Afrique compétitive et apaisée. C'est la première fois qu'un chef d'État guinéen est choisi au poste de président en exercice de l'Union africaine. Une responsabilité loin d'être sans enjeu. Pour certains observateurs, l'accession de la Guinée, membre fondatrice de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, à la présidence de l'Union africaine est un motif de fierté. C'est une grande fierté pour moi de voir le président guinéen être le président ou le premier responsable du continent, et donc ce qui n'a jamais été fait. Donc c'est une première fois pour la République de Guinée de voir son chef d'État être vraiment à de tels niveaux de décision. Fini les réjouissances. Le chef de l'État guinéen doit faire face aux chantiers qui l'attendent. L'Afrique a de nombreux défis, parmi lesquels l'énergie. Et justement, c'est lui qui est désigné au sortir de la COP21 comme coordinateur des questions d'énergie en Afrique. Il préside à Conakry une importante réunion de niveau international et donne le ton à la mobilisation des fonds. Désormais, tous les projets qui doivent être exécutés doivent être sélectionnés par l'AREI. Parce que l'AREI, c'est une affaire de l'Afrique. Donc, c'est l'Afrique qui doit décider quels sont les projets. Nos partenaires nous accompagnent. C'est nous qui décidons quels sont les projets que nous voulons être financés. L'ADI va continuer à sélectionner les projets que les États africains vont les envoyer jusqu'à ce qu'on arrive aux 10 gigawatts. Alpha Condé rêve d'une Union africaine totalement autonome dans son fonctionnement et s'affirmant d'une seule voix sur le plan international. L'ancien président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France a l'atout d'être un panafricaniste. Pour atteindre le rêve de l'autonomisation, les chefs d'État africains optent pour une cotisation annuelle à hauteur de 0,2% des valeurs de leurs exportations. Le discours qu'il tient est un discours qui rime
bien évidemment avec le panafricaniste. Quand il dit qu'il faut couper le cordon ombilical avec la France, il faut que l'Afrique reprenne demain, il faut que l'Afrique se donne une image au sein du concert des nations, c'est un discours panafricaniste. Dans une Afrique face à ses défis politiques, économiques et sociaux, le leadership du président guinéen est sollicité. 40 années d'opposition lui ont permis de se forger une image et une connaissance géopolitique du continent. En Guinée-Bissau ou en Gambie, la Guinée s'est affirmée sur le plan diplomatique. On peut être amené vraiment à affirmer que le professeur Alpha Condé a imprimé une autre dynamique à la démarche de cette organisation africaine. Le président Alpha Condé doit faire face à d'autres défis continentaux, notamment ceux d'ordre sécuritaire. La lutte contre le terrorisme est une préoccupation internationale et le président en exercice de l'Union africaine doit s'impliquer durant son mandat, comme à cette rencontre à Conakry le 4 mai 2017 sur la question libyenne, quelques jours après le passage d'une délégation burundaise. Nous pensons que son excellence le président de la République, sa capacité de président en exercice de l'Union africaine, pourrait jouer un rôle si important pour trouver la sortie de crise de la crise libyenne. Le président a ce sentiment et sent bien que la crise qui traverse le peuple libyen aujourd'hui, qu'il a cette responsabilité morale de contribuer, de participer à la recherche de solutions, une solution pacifique à cette crise. Le leadership continental ne doit cependant pas assombrir les défis de niveau interne. La Guinée, son pays, exprime aussi ses besoins et selon des observateurs, le président Alpha Condé ne doit pas perdre de vue la nécessité de concilier ces deux attentes, celle nationale et celle continentale. Même quand Alpha Condé, quand il parle, lorsqu'il vient dans une cérémonie d'ouverture d'école ou je ne sais, il parle plus de l'Afrique que de la Guinée. Et c'est quand même aussi un aspect important, le fait que le discours porté vers l'Afrique soit celui tenu, même quand la circonstance n'est pas trop ça. La force de l'Union africaine dépendra de l'appui que les chefs d'État donneront, de la considération que les chefs d'État africains donneront à cette institution-là. Donc l'institution sera ce que voudront les chefs d'État africains. Alpha Condé a 1 an pour marquer son passage à la tête de l'Union africaine. L'institution continentale amorce un tournant décisif de son histoire, celui de son autoprise en charge financière. Largement financée par l'Union européenne, les dirigeants africains veulent doter l'UA de budgets de fonctionnement propres à elle. Le continent veut peser ainsi de son poids sur la scène internationale et une réforme institutionnelle pilotée par le président rwandais Paul Kagame est en cours. Pour Alpha Condé, ce mandat est surtout une consécration. L'opposant historique est arrivé au sommet de l'Afrique. Nabé Karamo, quel bilan faites-vous à mi-parcours de la présidence du chef de l'État guinéen à la tête de l'Union africaine? Oui, bon, aujourd'hui c'est vrai qu'on parle de bilan à mi-parcours tout. Bon, c'est vrai que ça fait quand même que 4 mois que le président Alpha Condé est à la présidence de l'Union africaine. Permettez-moi avant d'aborder ça, de présenter quand même mes condoléances à la famille des victimes, parce qu'il y a eu un accident grave le week-end dernier sur une route sur Debreka. Donc voilà, je profite juste de ça. Et puis bon, pour parler du bilan à mi-parcours du président Alpha Condé aujourd'hui, comme le reportage nous le montrait tout à l'heure, et donc on a vu déjà qu'il était un panafricaniste avant même d'arriver à la tête de l'Union africaine. Donc c'est quelqu'un qui a été président de la FEANF ici, il y a de cela plusieurs années. Et donc cet esprit d'africanité qu'il a toujours véhiculé, c'est ce qui se voit aujourd'hui dans sa présidence de l'Union africaine, notamment depuis qu'il a été à la tête de cette organisation. On a vu le ballet diplomatique qu'il y a quand même à Conakry, les différents présidents qu'il essaye d'inviter quand même. Pourquoi? Parce qu'il a un leadership quand même aujourd'hui au niveau de l'Afrique qui est un peu différent de ceux qui avaient été déjà à la tête de cette union. Donc c'est quelqu'un qui a un leadership non seulement au niveau africain, non seulement au niveau mondial. Et donc ça, avec ce leadership, donc il use de ça pour essayer vraiment de contraindre les chefs d'État africains à adhérer justement aux réformes qui ont été confiées au président burundais. Parce que ces réformes-là... Au Rwandais plutôt. Donc ces réformes-là ne datent pas maintenant, ce sont des réformes qui ont déjà été, sollicitées depuis longtemps, mais ça n'a jamais bougé. Pourquoi? Parce que certainement il y a eu des gens qui n'ont pas pu peser de tout leur poids. Aujourd'hui, le président Alpha Condé, en étant à la tête de cette union
l'Union africaine donc essaiera de peser, comme je le disais. Vous pensez qu'il a en plus une véritable dynamique pour relancer ces réformes? Oui, cela se voit déjà avec le ballet diplomatique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc on a vu que le président Idriss Déby, par exemple, et le président Paul Kagame étaient le 24 avril à Conakry. On a vu par exemple que pour le programme de la jeunesse, donc le programme qu'on appelle ODD, Objectif de développement durable, qui dans ce cadre-là, par exemple, à Conakry, le 8 avril, il y a eu la jeunesse donc, des différents pays, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, un peu partout de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc ils sont arrivés à Conakry. Alors, Haroun Barigandé, est-ce que vous faites un bilan positif? Positif, c'est délicat. De toute façon, que ce soit Alpha Condé ou quelqu'un d'autre, on a dit juste avant que l'Union africaine, c'était une institution qui n'avait pas de... Enfin, qui existe formellement, mais qui n'avait pas d'activité réelle, donc faute d'argent. Donc de toute façon, Alpha Condé, il ne pourra pas faire grand-chose. Au contraire, moi, je voudrais qu'il se limite, qu'il soit pragmatique, parce que l'Union africaine, c'est simple, il y a des idéologues, ceux qui parlent, qui font la révolution, et puis il y a ceux qui essaient d'agir même. Moi, je voudrais qu'il se limite à ces 2%. Mais alors, justement, pour relancer les réformes de l'Union africaine, est-ce que justement vous pensez que lui, il peut relancer ces réformes? Personnellement, je ne le pense pas, mais bon, en tout cas, il peut toujours essayer. Disons qu'Alpha Condé, l'avantage, un des avantages qu'il a, c'est que bon, il est volontaire, il va faire des choses, il va parler beaucoup, il va dire. Justement, il va réclamer, mais bon, c'est pas quelqu'un qui suit les décisions. Il pense que quand il a décidé, tout est fait. Alors qu'en réalité, il faut suivre. Bon, 1 an, c'est court de toute façon. Donc même s'il initie des choses, il initie formellement, il n'y aura pas de suivi. Bon, en plus, je veux dire, les Africains, on sait de manière générale, y compris la Guinée, a eu des problèmes de paiement aux différentes organisations internationales ou même africaines, donc c'est sûr que ce sera difficile. Moi, je pense que s'il veut réussir son bilan, je parle sur 1 an, parce que là, effectivement, ça fait un peu court, il faut qu'il se limite à faire en sorte que les pays payent. Si au moins il réussit ça, on pourrait dire qu'il a réussi. Après, pour le reste, c'est parler, c'est recevoir des gens. Bon, ça, il sait faire, mais il n'y a pas de décision derrière. Ça ne sera pas mieux qu'avant, ça ne sera pas pire non plus, mais ça ne sera pas mieux qu'avant. Gratien, compte tenu du parcours du président guinéen, de sa personnalité, que peut-il apporter de plus à la présidence de l'Union africaine? Je voudrais d'abord mettre un bémol sur le parcours, le leadership du président guinéen. Notre ami, je pense, il est du parti du président, donc c'est normal qu'il parle de leader reconnu mondialement. Bon, c'est un président déjà au niveau national, au niveau de la Guinée. Il y a déjà des problèmes qui ne sont pas réglés, des problèmes même de démocratie, des problèmes de leadership, disons de dialogue au sein du pouvoir pour déterminer les élections, les communales, comment est-ce que tout ça se passe. Déjà, il y a des petits problèmes qui se passent chez lui. Mais depuis qu'il est au pouvoir, 1 an, c'est pas peu. On peut donner déjà un cap. Mais la commission, pour moi, la commission, elle a été confiée à Kagame, président Kagame, qui est en train de faire avancer les choses, disons, il a donné un rapport. Mais en réalité, l'Union africaine, l'Afrique connaît des problèmes. L'Afrique connaît au niveau surtout l'Afrique subsaharienne, on peut parler par exemple de ce qui s'est passé au Gabon, on peut parler de ce qui se passe aujourd'hui au Burundi, ce qui se passe au niveau de la sécheresse dans plusieurs pays. Mais on ne l'entend pas sur ces questions. J'ai l'impression qu'il fait comme les autres. Il est muet sur les questions qui intéressent beaucoup les Africains, qui intéressent les peuples, pas vraiment au niveau macro pour dire l'Afrique, je voyage, je vais à tel endroit. Il y a beaucoup de questions vraiment où il faut s'asseoir, discuter, mais en réalité, on ne voit pas vraiment le cheminement, on ne voit pas où le président Condé, il amène l'Afrique aujourd'hui. Nabé Karamo, qu'est-ce que vous avez à répondre à Gratien quand il parle du silence du président sur certaines questions primordiales? Oui, bon, moi je suis assez désolé pour lui. Bon, je pense que ces informations ne sont pas tout à fait à jour. Déjà concernant l'actualité politique guinéenne, tout. Aujourd'hui, moi je viens parler en tant que citoyen guinéen déjà, au-delà du fait que j'appartiens au parti RPZ Arc-en-Ciel tout, donc j'essaie d'être le plus impartial possible. Au niveau local en Guinée tout, je ne connais pas d'élection qui soit pour le moment suspendue, qui soit bloquée. Il y a eu des dialogues, il y a eu des accords qui ont été trouvés tout, et donc il n'y a aucun blocage politique actuellement en Guinée. C'est ce qui justifie d'ailleurs qu'il n'y a pas de manifestation, il
Il n'y a aucun blocage politique tel que vous l'avez connu. Parce que les élections communales, il y a eu des accords qui ont été signés, tout. Donc, les élections législatives aussi, tout. Donc, aujourd'hui, dans ce sens-là, on n'est pas au niveau de la Guinée que vous avez connue dans les années 2010. Non, il y a eu des accords aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes. Il y a eu des accords, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'élections. Donc, ça veut dire qu'on a connu les élections ont été connu des élections présidentielles ou autres sans qu'il y ait les élections locales. Cela veut dire qu'il y a des gens nommés par le pouvoir qui supervisent les élections. Oui, effectivement. C'est ce que j'ai dit. Donc, il y a des accords qui ont été trouvés, tout. Donc, il n'y a pas de blocage, tout. La Guinée est un pays qui est très compliqué politiquement, qui n'a rien à voir avec les autres pays. Donc, les problèmes ne se résolvent pas tout d'un coup comme ça. Donc, il y a eu des accords qui ont été trouvés, il n'y a pas de blocage. Terminer sur la présidence de l'Union africaine. Donc, sur la présidence de l'Union africaine, tout. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas là. Il n'est pas là assis. Il parle pas. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je vous ai parlé des 2 réunions qui se sont passées à Conakry tout à l'heure. Là, aujourd'hui, pour moi, je ne suis pas aussi pessimiste que M. Barry quand il a parlé tout à l'heure. Même si je crois que le président Alpha Condé ne fera pas tout. De toute façon, il n'a qu'un an comme mandat. Pour moi, quand même, il posera les bases pour la prochaine présidence. Aujourd'hui, déjà, ça a commencé. Les absentéismes pendant les réunions. Les gens, ils venaient en retard, ils venaient quand ils voulaient. Certains, quand ils venaient dans la salle de réunion, ils partaient avant la fin de la réunion. Tout. Il a essayé de faire en sorte que cela change. Aujourd'hui, ça n'a pas totalement changé, mais on voit quand même que ça a changé. Aujourd'hui, la plupart des chefs d'État se présentent dans les réunions et ils restent jusqu'à la fin. Je pense que c'est un bon début déjà, pour moi. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. La 4e session de la 3e législature du Parlement panafricain s'est ouverte ce lundi 8 mai. Invité d'honneur cette année, le Burkina Faso. Les parlementaires sont notamment penchés sur les difficultés des économies africaines. La session étant placée sous le thème de la jeunesse. Et le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, a accueilli ce dimanche à Kigali des représentants de la majorité des pays membres de l'Union africaine. Il s'agissait de discuter de la mise en œuvre de la réforme de l'organisation panafricaine pour la rendre plus efficace. Nous allons marquer une nouvelle pause, dans l'instant la 3e partie de l'Africa Newsroom. Bonjour, je m'appelle Théa Yaya, je suis connu sous le nom de Théa Couture, je suis installé en Guinée, je suis un styliste guinéen. Je fais la promotion d'un textile qui n'est pas connu, le textile guinéen. On a la chance d'avoir 4 textiles en même temps dans un pays et que ces 4 textiles sont divisés en 4 régions nationales. Le FIMA, je crois que l'idée est venue de notre ami Alfadi, et pour pouvoir encore aussi, je crois, de son côté, mettre la valeur, qu'est-ce qu'il est le talent des Africains. Et aujourd'hui, nous profitons de cela pour venir encore lui rendre hommage. J'ai la conviction que l'intégration et la restructuration de ces quartiers représentent une contribution de taille dans la maîtrise de l'urbanisation de nos 2 villes. Ce projet au lancement duquel nous procédons ce jour est un programme d'envergure pour traiter la question des quartiers précaires qui plombent l'image et la productivité de nos villes. Le lancement du projet d'URCAP constitue un puissant signal de confiance et d'espoir lancé par le gouvernement de la République. En tout cas, c'est pour nous extraordinaire parce que quand les travaux ont commencé, nombreux ont dit que ça va commencer et puis ça va s'arrêter. Bravo à tous ceux qui contribuent à ces travaux. Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com.
Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Nabé Karamo, membre du RPG Arc-en-Ciel, Haroun Barigandi, membre de la société civile guinéenne, et de notre éditorialiste Gracien Mokindi-Kiza. Et tout de suite dans l'actualité économique, les compagnies aériennes de la République démocratique du Congo restent sur la liste interdite de l'Union européenne, une décision prise il y a environ 10 ans. Mais une nouvelle évaluation de la situation devrait être menée par l'Organisation de l'aviation civile internationale au courant de ce mois de mai. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Les avions des compagnies aériennes congolaises ne sont toujours pas autorisés à voler dans l'Union européenne. Une mesure prise il y a 10 ans environ par l'Organisation de l'aviation civile internationale et le Parlement européen en vue de protéger ses concitoyens des dangers que présentent les vols des compagnies aériennes congolaises qui, selon l'organisation, ne répondent pas aux normes de sécurité recommandées. Cependant, un effort est en train de se faire afin de tirer les pays de la liste noire, affirment les autorités du pays. Nous nous battons. Au mois de mai, nous aurons la première évaluation par l'OACI et l'Union européenne, le mois de septembre également. On était à la dernière évaluation à 26%. Nous comptons avoir plus de 40%, jusqu'à atteindre 60% l'année prochaine. Et ainsi, nous sortirons de la liste noire. Ayant évolué durant plusieurs années sans une compagnie aérienne nationale, le secteur de l'aviation civile congolaise est considéré par les spécialistes comme étant une jungle avec les appareils qui ne garantissent pas la sécurité mais exigent aux passagers un tarif exorbitant. La création en 2015 de Congo Airways, la seule compagnie nationale ne desservant encore que les lignes intérieures, a influencé l'assainissement de l'espace aérien congolais. On ne peut pas accepter mettre un cercueil volant à la disposition de sa population. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la liste noire, parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Aujourd'hui, nous sommes regardants, on est à 26%. Avant cela, on était à 0%. C'est parce qu'on doit intensifier le contrôle dans l'aviation civile. En 10 ans, la RDC a enregistré plus de 65 accidents d'aviation, causant plus de 200 pertes en vies humaines. L'Organisation de l'aviation civile internationale recommande un résultat de 60% afin de voir le pays se tirer de la liste noire des pays dont les vols sont interdits à l'Union européenne. Une nouvelle évaluation sera faite au mois de mai en cours. Gracien, les dernières évaluations avaient montré que l'aviation civile congolaise était encore loin des exigences internationales. À quoi est due cette situation? Bon, c'est une situation très compliquée. Il faut savoir que le RD Congo, déjà, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas correctement. Il y a des problèmes même au niveau de l'administration, au niveau de la paie des gens. Et c'est un grand pays. Il y a peu de moyens de communication. Il n'y a pas de train qui relie l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord. Donc, on se contente des avions. Et pour les avions, il y a des compagnies qui sont souvent, il y a des pilotes qui viennent de l'Ukraine, des gens qui vraiment qui sont pas, je ne sais pas s'il y a un bon contrôle, parce qu'on compte au Congo, on va parler, aujourd'hui il y a peu d'accidents, mais il y a des accidents d'avions, des avions qui vont atterrir dans les montagnes ou dans les quartiers, comme si vraiment il y avait un problème réel, et donc il y a peu de moyens de communication, et en même temps, ils veulent gagner beaucoup d'argent, ils prélèvent beaucoup et ils n'entretiennent pas ces avions. Donc on laisse faire parce qu'il y a d'hommes d'affaires qui contrôlent les mines, qui contrôlent l'aviation et qui gagnent et qui arrivent à corrompre toutes les instances dirigeantes du pays. Donc c'est de cette façon la corruption et manque de compétences de certains contrôleurs. Haroun Barigandi, vous vouliez intervenir? Oui, pour faire un parallèle avec l'Union africaine, l'Union européenne s'est créée sur la mutualisation du charbon entre l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, on est allé plus loin. Il y a l'Airbus, où des pays travaillent en commun, coopèrent pour faire des choses. En Afrique, il y a eu Air Afrique, qui malheureusement l'a torpillé. Chaque compagnie, chaque pays veut sa compagnie.
Ce sont des dépenses de consommation stériles, parce que ça ne sert à rien. Elles n'ont pas justement les moyens de les entretenir, et donc ce sont des cercueils ambulants. Et donc, puisque les chefs d'État n'ont même pas l'idée de mutualiser qui des ressources, qui des services de transport ou autres, on voit la difficulté qu'il y a pour que l'Union africaine démarre, puisque là, ce sont des projets ponctuels qui pourraient être utiles à la population. On n'en a même pas l'idée, et quand elles ont existé, comme Air Afrique, ça a été torpillé, et je ne connais pas de projet de remise, comment dirais-je, de refonte de ce projet. Alors Gracia, il y a quand même Air Madagascar qui est sorti en 2016 de la liste noire. Est-ce que les compagnies congolaises, à votre avis, ont les moyens de sortir de cette liste également? Si, il y a beaucoup de pays qui sortent de la liste noire. Et le RD Congo a les moyens de sortir de cette liste, parce que ce n'est pas l'argent qui manque. RD Congo, il suffit de voir les salaires déjà des parlementaires, d'autres gens. Il y a aussi la volonté, la compétence, la volonté des dirigeants. Et puis, la corruption aussi, lutter contre la corruption dans ce domaine, il suffit de mettre quelqu'un vraiment avec une certaine rigidité. On peut y arriver, ce pays peut y arriver, mais il faudra du temps pour que la clientèle revienne, pour que les gens acceptent de voyager facilement avec cette aviation. Et en même temps, l'Europe, même s'il y aura la levée de sanctions, la levée d'interdictions, il y aura plus ou moins des interdictions qui sont officieuses. Merci. Dans l'actualité également, les Nations Unies et la Banque africaine de développement viennent de publier un atlas africain de l'énergie, un document voulu comme un guide pratique pour les gouvernements africains et les investisseurs potentiels, de manière à dynamiser la mise à niveau du secteur. Idelette Mirabel Bissou, commenté par Marcel Fabamaroun. La Banque africaine de développement et les Nations Unies ont rendu public le 5 mai 2017 en Afrique du Sud un atlas africain de l'énergie. L'objectif de ce document est de dresser une cartographie de la production, de la consommation et de la nature de l'énergie sur le continent. Aujourd'hui, un tiers de la population africaine n'a pas accès à l'électricité dans un contexte où 53% de personnes dépendent encore de la biomasse pour la cuisson et le chauffage. Il faut développer de nouvelles alternatives et ces alternatives s'appellent donc le solaire, parce que quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, qui dispose d'un rayonnement solaire d'environ 5,5 kWh par mètre carré et par jour, c'est extraordinaire, ça reste un potentiel extraordinaire qu'il faut exploiter. Le mix énergétique africain est composé essentiellement de pétrole, avec 42% de sa consommation totale en énergie, suivi du gaz naturel 28%, du charbon 22%, de l'hydroélectricité 6% et des énergies vertes 1%. Pourtant, la production de l'énergie sur le continent est loin de couvrir la demande d'1,18 milliard de personnes. En matière de développement énergétique, l'Afrique est trop peu industrialisée, justement à cause de cette défaillance dans la production énergétique, de cette absence de l'indépendance dans la production énergétique. Ça nous bloque justement parce que nos budgets ne permettent pas suffisamment d'investir dans le secteur d'énergie, étant donné nos autres problèmes. Pour accroître la production de l'énergie et assurer l'électricité pour tous en Afrique, les États développent de plus en plus des politiques de décentralisation et de coopération. Aujourd'hui, au sein de l'Afrique centrale, il y a plusieurs politiques qui sont mises en place pour, par exemple, développer la construction des centrales hydroélectriques, mais aussi pour favoriser l'interconnexion en termes de réseaux électriques entre les grandes villes de l'Afrique centrale. À ce jour, les réserves de charbon, de gaz naturel et de pétrole représentent respectivement 3,6%, 7,5% et 1,6% des réserves mondiales, des ressources qui devront faire face à une population croissante et à une industrialisation locale. Gracia, quel est l'intérêt d'un tel atlas? L'intérêt d'abord, c'est d'évaluer qu'est-ce qu'on a déjà en Afrique et quels sont les besoins. On peut savoir, par exemple, de tel endroit, il y a un besoin, on peut produire beaucoup d'électricité par les éoliennes, la géothermie, mais en même temps, c'est une façon aussi de réveiller les esprits en Afrique en disant, attention, vous ne pouvez pas vous développer si vous n'arrivez pas à développer l'électricité. On a besoin de l'énergie pour avoir un développement. On voit même au niveau écologique, on consomme, on produit, on fait la cuisine avec le bois de chauffage. C'est-à-dire qu'on coupe le bois, on détruit les forêts pour faire la cuisson, alors qu'il y a des moyens simples pour faire la cuisine sans passer par le bois de chauffage. Donc c'est aussi, disons, comme on a parlé de l'Union africaine, c'est aussi une façon de dire, en Afrique, on peut avoir des barrages où on produit de l'électricité à la frontière,
mais on va transporter l'électricité sur 1000 km pour alimenter l'autre ville, alors qu'on peut alimenter des villes des autres pays à côté. Donc il n'y a pas d'interconnexion des réseaux électriques, ce qui peut faciliter, notamment, il y a beaucoup de gaspillage d'électricité, on peut faciliter, disons, l'électrification de plusieurs villes, alors qu'il y a beaucoup de gaspillage de l'énergie déjà produite. Nabé Karamo. Oui, donc effectivement, donc, ce problème-là est d'actualité en Afrique tout, mais je pense qu'aujourd'hui, en faisant le parallèle avec l'Union africaine, donc avec la présidence actuelle aussi, qui a justement créé un programme d'initiative d'accès à l'électricité avec les énergies renouvelables, dont le président Alpha Condé est le coordinateur général. Donc je pense qu'ayant déjà pensé à ça aujourd'hui, je pense que c'est déjà un pas aussi. C'est vrai que, bon, auparavant, ils n'avaient pas beaucoup pensé à ça. Aujourd'hui, ils ont déjà pensé à ça. Il y a cette initiative-là qui est en cours tout. Et il y a des initiatives de création de méga barrages aujourd'hui entre différentes sous-régions dont il parlait tout à l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, pour finir sur ce sujet, avec la réintégration du Maroc quand même, parce que le problème d'électricité dont on parle, c'est surtout l'Afrique noire qui est concernée. Le Maghreb, eux, ils n'ont pas ces problèmes-là. En tout cas, pas à notre échelle. Avec la réintégration du Maroc, avec leur savoir-faire, avec tous les autres États aussi du Maghreb, tout, je pense qu'ils vont essayer d'aider les autres pays africains au minimum avec leur savoir-faire tout. Ça prendra tout le temps qu'il faudra, mais je pense que c'est une bonne initiative. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. Les flux de capitaux vers l'Ouganda ont atteint environ 1,08 milliard de dollars en 2016 contre 1,05 milliard de dollars en 2015. Une hausse à contre-courant de la tendance mondiale. Les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne ont diminué d'environ 6,1% en 2016. Cela s'explique principalement par la lenteur de la croissance économique dans les pays d'accueil des travailleurs migrants, la baisse des prix des produits de base, en particulier le pétrole. Gracia, comment expliquer cette tendance à contre-courant du reste du continent pour l'Ouganda? Bon, l'Ouganda, c'est un pays, disons, qui a une économie qui se développe, qui a aussi une certaine croissance, qui commence aussi à produire du pétrole. Et il y a une grande diaspora ougandaise qui envoie de l'argent. Disons que l'Ouganda, à un certain moment, avait des problèmes de sécurité. Quand il y a le problème de sécurité, c'est-à-dire que les migrants aussi n'envoient pas beaucoup d'argent. Les gens partent. Donc, de ce fait, il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, c'est assez sécurisé, donc les gens rentrent. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que l'Ouganda reçoit maintenant beaucoup de réfugiés. Donc, il y a des réfugiés qui viennent du Sud-Soudan, il y a la guerre au Sud-Soudan, il y a des réfugiés burundais qui y vont, il y a des réfugiés congolais. Plus on a des réfugiés, plus on a une masse, disons, un envoi de fonds de la communauté internationale pour aider le pays. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la participation dans des forces étrangères. Donc, ce qui fait que ça rapporte de l'argent à l'Ouganda, donc qui arrive en fait à passer entre les mains et défiler contre... Et justement, plus globalement par rapport à l'Afrique, est-ce que cette baisse de fonds venus des migrants, c'est inquiétant pour le continent? Bon, pour moi, ce n'est pas très inquiétant parce qu'en fait, cela est dû aux problèmes économiques des pays d'accueil, notamment l'Europe. On voit l'Europe qui commence à avoir des problèmes, l'Europe qui a une croissance presque zéro, et les États-Unis aussi qui avaient une certaine période d'inquiétude. Et de ce fait, les migrants n'envoyaient pas beaucoup d'argent. Là, il faut dire qu'aussi certains pays commencent à baisser les aides. L'Amérique baisse les aides vers l'Afrique. Donc, je pense que c'est un bon signe pour les Africains qu'eux-mêmes ils se disent comment est-ce qu'ils peuvent produire de l'argent, comment est-ce qu'ils peuvent avoir beaucoup plus, au lieu d'exporter la matière première, ils peuvent s'enfermer en disant on produit nous-mêmes, on peut voir, moi je produis la matière première, je peux envoyer dans un autre pays. Est-ce que cette baisse de fonds quand même n'aura pas des répercussions sur les économies africaines qui, on le sait, sont en partie dépendantes de l'envoi de ces fonds? Bon, pour moi c'est un problème justement de dépendre de ces fonds. Vous savez, dans l'économie, il faut à un certain moment chuter pour rebondir. C'est ce qu'on appelle en économie le stop and go. Et donc je pense que les pays africains vont comprendre qu'on ne peut pas attendre l'argent des migrants, l'argent de l'aide, mais on peut produire localement, on peut avoir beaucoup moins d'argent et avoir un niveau de vie pour les citoyens. Parce que le plus important, ce n'est pas l'argent qui entre, c'est le niveau de vie des citoyens. Comment est-ce qu'on lutte contre l'extrême pauvreté des citoyens? C'est ça le point principal pour les économies africaines. Merci. C'est à présent la fin de cette émission de Maroc, le second volet de cette semaine consacrée à la Guinée. Nabé Karamo, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Haroun Barigandi, merci également d'avoir été là. Merci. Et Gracia, merci. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.